Cocorico de Herman Melville. Le très croyant Herman Melville nous conte là une bien jolie petite histoire dont la morale est assez démonstrative de la notion de nécessité développée par Simone Weil. En effet, la nécessité en question, pour être bien comprise, est celle de la plante qui, nécessairement obéissante, s'élève sous l'action combinée du soleil et de l'eau de la pluie. Aussi, si l'homme s'en remet à la grâce divine, laquelle est l'image du soleil et de l'eau de la pluie, l'homme s'élève alors de la même manière que la plante. Ainsi, la nécessité dont parle Simone Weil traduit cette fameuse sentence de Pascal « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». Melville, bien à l'aise avec ce concept, orientera sa petite histoire dans ce sens-là. Mais tout commence d'abord avec cette critique acerbe de l'industrie qui rappelle la lourde charge de Stendhal dans sa petite histoire contre les industriels. Foutu monde, nous dit Melville, inspirant peut-être là le sulfureux Céline dans son voyage au bout de la nuit, quand il écrira « Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde ». La coque lugubre de Charon, le passeur d'âmes en enfer, est cette imagerie de l'industrie qui facilite la mort et l'assassinat, nous dit Melville à la page 11. Le marxiste Michel Plouscar dira d'elle qu'elle fabrique la pollution, comme le fessier fabrique les excréments. La boucle est bouclée. La Vénus calipige de Pierre Klossowski est l'allégorie de l'industrie séduisante engendrée par le capital. Ce serrage de vis, immortalisé par Charlie Chaplin dans ses temps modernes, ne fait qu'enfoncer le clou. Bien entendu, cet assassin officiel, selon les dires de Melville, s'est matérialisé dans cette locomotive fumante qui en un instant a ôté la vie à son ami et à 13 autres braves garçons. Page 12. Quel foutu monde! Pour Melville, toute cette ferraille lancée à vive allure n'est qu'un démon de plus. De là, le narrateur, qui a quelques soucis avec un créancier, a entendu claironner un coq dont le chant sonne comme une bénédiction. Ce coq est un coq de Shanghai, dont le cocorico est tout aussi céleste que la voix des anges. Ainsi chante-t-il dans toute la lande, pour le plus grand bien de tous. Le narrateur, bien que curieux de le dénicher pour l'honorer, découvre qu'il appartient à un certain joyeux Musk. Cet homme singulier, qui n'avait pour seule richesse que sa force de travail, était déjà bien affligé par la pauvreté et le besoin de nourrir sa famille. Aussi apprend-on que ce monsieur Musk était matelot dans sa jeunesse. Melville fait là un timide écho à l'un de ses précédents romans, Moby Dick, qui 2 ans plus tôt, en 1851, avait conté les aventures d'un baleinier aux prises avec un cachalot blanc. L'histoire de ce monstre marin est une allégorie de la colère divine. Il n'est donc pas étonnant que Melville se sert ici d'un coq comme symbole de la grâce divine. Un triomphe, dit-il à la page 15, une vraie action de grâce, ce chant de coq. Gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Voilà ce qu'il proclame aussi fort que le fit jamais coq en ce monde. Ces mots de Melville sonnent comme un rappel de la présence de Dieu dans le quotidien. Ainsi, ce joyeux Musk élevait amoureusement ce coq comme s'il était tout l'or du monde. Et ce coq illuminait la cabane. Il en glorifiait la médiocrité, page 53. Il glorifiait même les voix, les accents de souffrance qui montaient derrière le paravent, page 53. Là, précisément, Melville nous honore avant l'heure d'une morale vélienne dont l'apogée se trouve exprimée dans cette docilité du Christ à la souffrance dont la croix est le passage obligé. L'attitude de cette famille est comme cette crucifixion. Elle est pareille à cette nature obéissante qui, sous l'effet de la grâce, va produire une beauté incomparable, comme le soleil sur le lys. Il semblait que le radieux plumage du coq fût leur soleil, nous dit Melville à la page 56. Il nous chauffe le cœur, il chante quoi qu'il arrive, il chante quand tout est sombre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà ce qu'il chante continuellement, poursuit Joyeux Musk à la page 57. Sans doute que ce coq est l'image du Christ soleil, du Christ glorieux qui, sans pareil, offrira aux miséreux de la lumière dans les ténèbres. Ce coq, que le Christ avait mentionné à Pierre avant qu'il ne le trahisse par 3 fois, seconde toujours le soleil quand il se lève. Cette petite histoire nous rapproche donc timidement des convictions de l'auteur, mais la lecture à venir de son très célèbre roman Moby Dick nous permettra de comprendre cette Amérique contemporaine si éloignée de celle de ses pères fondateurs.